Avez-vous déjà remarqué que les choses les plus importantes de la vie arrivent quand on ne cherche pas à les forcer? L'amour qui naît spontanément, l'idée créative qui surgit dans le silence, la guérison qui commence quand on arrête de lutter contre la douleur. Nous vivons immergés dans une culture du contrôle, d'objectifs, de plans, de techniques et de garanties. Mais si ce qui nous appartient vraiment ne venait que lorsque nous cessons de nous y accrocher? Et si le calme était plus puissant que l'effort? Peut-être que nous confondons mouvement et progrès. Peut-être que nous empêchons la vie d'avoir lieu pendant que nous tentons de la maîtriser. Imaginez une femme seule dans le métro, lisant un vieux billet. Elle sourit, mais elle est sur le point de pleurer. Le billet dit « Tout ce qui t'appartient trouvera le chemin jusqu'à toi ». Elle ne sait plus qui l'a écrit, mais à cet instant, quelque chose en elle s'apaise. Pas parce qu'elle comprend, mais parce qu'elle sent que c'est vrai. Ce genre de moment est facile à ignorer, mais il contient une sagesse silencieuse. Quelque chose qui ne s'enseigne pas par des mots, mais s'apprend dans la pause entre eux. Là, dans le non-effort, naît la confiance. Pourquoi luttons-nous autant pour maintenir ce qui changera inévitablement? Pourquoi insistons-nous pour contrôler ce qui n'a jamais été sous notre pouvoir? Si nous savons que tout est impermanent, pourquoi avons-nous si peur de lâcher prise? Le Tao enseigne, ce qui est rigide se brise, ce qui est flexible demeure. Et pourtant, nous préférons nous endurcir pour nous protéger de l'incertain. Mais cette protection n'est-elle pas en réalité notre prison? La déconnexion vient du fait que nous avons été formés pour chercher, non pour recevoir. Pour courir après, non pour écouter. Pour conquérir, non pour accueillir. Mais il existe un point de bascule, une sorte de reddition intérieure. Où il n'y a plus de résistance, seulement de la présence. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la permission. La vie n'exige pas autant que nous le pensons. Elle attend simplement que nous la laissions passer en nous avec moins d'interférences. Peut-être que la souffrance ne vient pas de la perte, mais de l'insistance à ne pas perdre. Peut-être que ce n'est pas l'absence de contrôle qui nous effraie, mais l'idée que nous ne sommes pas suffisants sans lui. Et si notre plus grande erreur était de croire que nous devons tout retenir pour que rien ne s'effondre? Le Tao ne promet pas la stabilité, mais la fluidité. Il ne promet pas la sécurité, mais l'harmonie avec ce qui est. Et dans ce rythme plus lent, nous trouvons ce qui importe vraiment, la sérénité. Pendant des années, les moines taoïstes ont observé l'eau comme un maître silencieux. Elle ne lutte pas contre les obstacles, elle les contourne. Elle ne cherche pas à posséder l'espace, elle le remplit avec douceur. Lorsqu'on l'interrompt, elle ne résiste pas, elle attend. L'eau n'a pas d'ambition, mais elle transforme tout sur son passage. En l'imitant, nous apprenons que ce n'est pas la force qui meut l'essentiel, mais l'abandon. Celui qui devient comme l'eau découvre que la fluidité est une forme élevée de sagesse. Alors, la question qui demeure est: qu'essayez-vous encore de contrôler? Quelle partie de vous croit encore qu'elle doit tout retenir pour être heureuse, aimée ou en sécurité? Il existe une liberté possible au-delà de cet effort. Une confiance radicale qui ne naît que lorsque nous nous asseyons enfin en paix avec ce qui est, sans repousser, sans vouloir changer, sans vouloir retenir. Juste être, car peut-être, juste peut-être, tout ce qui est véritablement à nous n'a jamais essayé de s'en aller. C'était en 1944, et Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, aviateur et auteur du Petit Prince, partait pour une nouvelle mission aérienne au-dessus de la Méditerranée. Il avait 44 ans, le visage marqué par la vie et le cœur partagé entre le ciel et la terre. Il était épuisé par la guerre, inquiet du sens des choses et profondément mélancolique. La veille du vol, il écrivit une lettre énigmatique, presque comme un adieu, dans laquelle il réfléchissait au poids de vouloir contrôler l'incontrôlable. Il parlait du vide qu'il ressentait en poursuivant le devoir et du désir de retrouver la légèreté qu'il avait un jour ressentie en observant simplement le monde, sans avoir besoin de le posséder. Pendant le vol, son avion disparut. Aucun appel de détresse, aucune tentative de retour. Des décennies plus tard, on retrouva les débris au fond de la mer, mais aucune preuve de crash forcé. Pour certains, ce fut un accident. Pour d'autres, un suicide.
mais certains voient dans son départ un symbole, non de mort, mais d'abandon. Saint-Exupéry n'était pas seulement un pilote ou un écrivain. Il était un homme traversant une crise spirituelle, à la recherche d'un lieu où il pourrait cesser de lutter contre lui-même. Son histoire est le portrait de celui qui atteint la limite de l'effort et pressent, même inconsciemment, que la paix ne réside peut-être pas dans la victoire, mais dans le lâcher-prise. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette traversée, le moment où faire ne suffit plus à exister. Quand les rôles, les obligations, les discours et même les dons deviennent lourds, quand le silence devient un appel. Pour Saint-Exupéry, cet appel est venu au milieu d'une guerre extérieure, mais reflétait une guerre intérieure. L'homme qui écrivit sur le petit prince amoureux d'une rose invisible au monde savait peut-être, au fond de lui, que rien de ce qui est essentiel ne peut être saisi, seulement soigné, seulement ressenti. Et cela ne demande pas de force, mais un abandon. À ce moment-là, la tension monte, car on nous a appris que renoncer, c'est être faible, que lâcher, c'est échouer, qu'il faut prouver, conquérir, assurer, maintenir. Mais lorsque nous regardons les grands tournants de la vie, ceux qui comptent vraiment, ils ne sont pas venus par calcul. Ils sont venus quand nous avons laissé tomber le contrôle, quand nous avons reconnu que l'effort excessif est souvent la forme la plus subtile de résistance au flux de la vie. Et alors, nous nous voyons comme Saint-Exupéry, suspendus entre le ciel et la mer, essayant de nous souvenir de qui nous étions avant d'avoir besoin de nous prouver. L'ambiguïté, pourtant, demeure. Nous ne savons pas s'il a voulu tomber ou s'il a simplement cessé de résister. Nous ne savons pas s'il cherchait la fin ou un recommencement. Cette incertitude est, en soi, une clé symbolique, car la vie ne nous donne pas de réponse absolue. Elle nous offre des espaces de silence, de doute et de réinterprétation. La spiritualité profonde commence là où le contrôle s'arrête. La confiance naît non pas de la certitude, mais de la disposition à traverser l'inconnu sans chercher à maîtriser le chemin. L'histoire de Saint-Exupéry ne parle pas de mort. Elle parle de reddition. Non pas au désespoir, mais à l'impermanence. Non pas à la passivité, mais à l'acceptation radicale. Le pilote disparu dans l'azur profond nous invite à repenser ce que signifie perdre le cap. Peut-être ne s'agit-il pas de se tromper de direction, mais de laisser la direction nous trouver. Peut-être que la seule véritable boussole est le silence intérieur et le seul ancrage, le détachement. C'est cela, l'appel. Pas le cri héroïque des récits épiques, mais le murmure presque imperceptible qui dit « Arrête d'essayer de vaincre la vie. Laisse-la être. » Il existe un point où l'effort devient du bruit et le lâcher-prise de la musique. La traversée n'exige pas plus d'effort, mais moins. Moins de contrôle, moins d'attachement, moins de peur. Et ce n'est qu'alors, en traversant ce que nous redoutons le plus, le non-savoir, l'absence de garantie, que nous découvrons que la vie continue de nous porter, même quand nous lâchons la barre. La disparition de Saint-Exupéry, dans son ambiguïté, porte plus qu'une fin tragique. Elle révèle un schéma psychique universel, le moment où l'ego, saturé de tension, commence à dissoudre son emprise. Freud parlerait d'un retour pulsionnel au désir de repos, au principe de nirvana. Jung y verrait une confrontation avec l'ombre, la partie rejetée du soi qui réclame l'intégration. L'avion, dans ce cas, est plus qu'une machine. Il est le symbole du moi qui tente de s'élever, mais qui, à un certain point, doit relâcher l'altitude illusoire pour retrouver le sol de l'âme. Le vol ne faillit pas, il accomplit sa fonction archétypique, conduire le sujet au point de reddition. Dans la lecture taoïste, ce moment marque la transition du yang, effort, direction, contrôle, vers le yin, réceptivité, abandon, dissolution. De l'ego. Quand le mouvement extérieur perd de sa force, l'énergie intérieure se réorganise. Le Tao enseigne que la nature de l'être est de ne pas forcer. Tout ce qui est forcé se déconnecte de l'ordre naturel. L'angoisse existentielle qui émerge à ce stade est un signe de disharmonie entre l'esprit conditionné et le flux de la vie. En termes bouddhistes, la souffrance, dukkha, naît de l'attachement, et Saint-Exupéry, même inconsciemment,
a peut-être pressenti que le véritable abandon n'est pas celui de la vie, mais de l'illusion de contrôle. La couche émotionnelle de ce processus révèle un paradoxe, le soulagement dans l'abandon de l'effort. Beaucoup vivent sous tension, emprisonnés dans l'identité qu'ils ont construite, dans l'idéal qu'ils soutiennent, dans les liens qui définissent leurs valeurs. Mais lorsque cette structure commence à se désintégrer, que ce soit par l'épuisement, la perte ou le silence, un nouvel espace surgit. Lacan parlerait d'un trou dans le symbolique, la faille du langage et de l'image du moi qui ouvre un espace pour le réel, ce qui échappe à la symbolisation, mais est absolument présent. Dans cet abîme entre ce qui était et ce qui n'est pas encore, nous trouvons le vide créateur, l'origine d'un renouveau. Existentiellement, la disparition symbolise la fin d'une ère intérieure. Nous traversons tous des phases où il nous faut disparaître de ce que nous étions pour laisser place à ce qui est en train de naître. Il ne s'agit pas de fuite, mais de transition. L'archétype de la traversée implique la suspension temporaire des certitudes. C'est le temps entre les mondes, ce qui ne se voit pas, mais se ressent. Le silence de la chenille avant le vol du papillon. L'avion qui disparaît n'est pas la fin de l'histoire, mais sa restructuration sur un autre plan de conscience. Le véritable retour ne se produit que lorsque le moi n'a plus besoin de se prouver, seulement d'être. Le schéma invisible ici est la synchronicité entre l'épuisement et la révélation. L'abandon de Saint-Exupéry se produit au moment où sa fonction sociale est en déclin, mais où son âme trouve une expression pleine dans le langage symbolique de son œuvre. Le Petit Prince est écrit peu avant sa disparition, comme si le message ne pouvait naître que dans la proximité du vide. Cette synchronicité n'est pas une coïncidence. C'est la manifestation d'un principe organisateur plus profond, que Jung appellerait l'inconscient collectif en action. La vie extérieure se courbe face aux besoins intérieurs d'intégration. L'hermétisme enseigne. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Lorsque nous nous dissolvons dans le silence intérieur, le monde autour de nous se reconfigure. L'absence visible de Saint-Exupéry résonne comme une présence plus subtile, celle de quelqu'un qui a traversé la frontière entre le faire et l'être. L'homme qui volait pour fuir a, enfin, atterri dans l'invisible, non comme une évasion, mais comme une incorporation du mystère. Au lieu de résister à l'incertitude, il s'est laissé être à travers elle. Et peut-être est-ce cela que symboliquement la mort représente, non une fin, mais l'abandon final des illusions. Enfin, la réalité symbolique ne nous demande pas de réponse. Elle demande une écoute. La disparition, le silence, la reddition sont des langages d'un autre ordre, plus proches du Tao, plus alignés avec le flux de l'impermanence. Ce qui semble chaos du point de vue de l'esprit est équilibre à un niveau plus profond. L'abandon qui effraie l'ego libère l'âme. L'absence de garantie ouvre un espace pour la confiance. Et la reddition silencieuse d'un homme fatigué nous invite à regarder notre propre attachement, au faire, au non, au contrôle, au temps. Et peut-être découvrir que ce qui est à nous n'a jamais exigé d'effort. Avez-vous déjà senti que la vie vous demandait de vous arrêter, même lorsque tout autour de vous vous poussait à continuer, comme si quelque chose à l'intérieur murmurait « lâche prise », sans que vous sachiez exactement quoi. Ce type de sensation n'est ni une faiblesse ni une fuite. C'est un appel subtil, le même que l'on retrouve dans des histoires comme celle de Saint-Exupéry. L'appel ne vient pas avec de grands signes. Il vient avec une fatigue persistante, avec la sensation que quelque chose doit changer, avec le désir silencieux de légèreté. Dans ces moments-là, reconnaître le schéma est la première étape. Et cela exige de la présence, de l'attention, non pas au bruit, mais à ce qui se cache derrière lui. Les synchronicités sont comme des miroirs symboliques. Elles ne suivent pas une logique linéaire, mais révèlent des liens significatifs entre ce qui se passe dehors et ce qui se meut dedans. Un livre qui apparaît au bon moment. Une conversation inattendue qui touche un sujet profond. Un objet oublié qui refait surface avec une signification nouvelle. Tout cela sont des indices. Ce ne sont pas des réponses toutes faites,
mais des invitations à l'écoute. Reconnaître ces signes demande une disposition intérieure à voir au-delà de l'apparent. Pour cela, il faut ralentir. Être pleinement présent à l'expérience, même si elle semble banale. Une pratique simple pour affiner cette écoute est le rituel de l'objet relâché. Choisissez un objet personnel, quelque chose qui porte une histoire, mais qui n'a plus de fonction pratique. Cela peut être une lettre, un bijou, un livre, une photo. Tenez-le quelques minutes en silence. Observez ce qui l'éveille. Souvenirs, émotions, attachement. Ensuite, remerciez-le mentalement pour ce qu'il a représenté et remettez-le au flux. Donnez-le, rendez-le à la nature ou laissez-le simplement partir. Ce geste ne consiste pas à se débarrasser, mais à lâcher en conscience. C'est une manière concrète de pratiquer le détachement aimant. Cet objet devient alors une ancre symbolique. Il représente quelque chose de plus grand, votre engagement, envers le flux de la vie. En le relâchant, vous ne perdez pas, vous créez de l'espace. Ce type d'action renforce, à un niveau inconscient, que vous avez confiance. Confiance que vous n'avez pas besoin de tout retenir, que la vie s'est aussi redonnée, que l'essentiel demeure, même lorsque le matériel s'en va. C'est un petit rituel, mais avec un grand impact psychique, car il rend tangible ce que propose le Tao. Ne pas forcer, ne pas retenir, seulement permettre. À partir de ce geste naît une nouvelle attention, une manière plus présente de vivre le quotidien. Vous commencez à remarquer les moments où vous vous accrochez par peur, et non par amour, les endroits où vous insistez par habitude, et non par vérité. C'est cela, la pleine conscience narrative. Observez sa vie comme on lirait un livre sacré, où chaque scène a quelque chose à révéler. Il ne s'agit pas de contrôler chaque chapitre, mais de lire avec attention et révérence. Ainsi, l'ordinaire devient révélation, et le silence devient guide. Vous n'avez pas besoin de vous isoler dans un monastère, ni de changer radicalement votre routine. Il suffit de choisir un instant dans la journée, au réveil, en buvant un café, à la fin du travail, pour pratiquer un bref moment de présence. 1 minute où vous respirez, observez et vous posez cette question. Qu'est-ce que je retiens aujourd'hui que je peux déjà lâcher? Rien que cette question, posée avec sincérité, commence à réorganiser le champ intérieur. L'esprit se calme, le corps se détend, l'être, enfin, respire. Au fond, la spiritualité, pratique c'est cela, de petits gestes avec une grande présence, de petites ouvertures par lesquelles le flux de la vie peut entrer. Il ne s'agit pas de renoncer au monde, mais de changer la façon dont nous habitons le temps. Un objet relâché, une respiration consciente, une écoute véritable. Et, peu à peu, le contrôle fait place à la confiance. La rigidité se dissout en légèreté. Et ce qui vous appartient vraiment commence enfin à trouver le chemin jusqu'à vous. Et si tout ce que vous essayez de contrôler, de maintenir ou de protéger avait déjà accompli son cycle? Et si, au lieu de retenir, la prochaine étape était simplement d'accueillir ce qui est en train de changer, à l'intérieur? Comme à l'extérieur, la vie ne crie que rarement, elle murmure. Et le murmure le plus vrai vient souvent dans le silence que nous évitons tant. La question n'est pas « que dois-je faire maintenant ?», mais « que puis-je permettre d'être ?» Parfois, le prochain mouvement n'est pas tourné vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et ce qui se révèle dans cette écoute peut être plus transformateur que n'importe quelle action. Le Tao nous rappelle que l'univers se meut en opposés complémentaires, yin et yang, la lumière et l'ombre, l'élan et la pause, l'effort et le repos. Il n'est pas nécessaire de choisir un côté, mais d'apprendre à danser entre les deux. Il y a de la sagesse dans le fait d'agir, mais il y a encore plus de sagesse dans le fait de savoir quand s'arrêter. Le yang réalise, le yin accueille. Le yang construit, le yin soutient. La paix naît quand nous cessons de rejeter la moitié invisible de l'existence et que nous arrêtons de lutter contre les cycles qui, de toute façon, continueront.
Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, ni de tout résoudre. L'esprit réclame des réponses, l'âme se satisfait de présence. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour être conclues, mais simplement observées avec respect, comme une feuille qui tombe sans raison apparente, comme un lien qui se défait sans douleur, comme une phase qui s'achève sans prévenir. Ce n'est pas la fin, c'est un recommencement qui n'a pas encore de nom. Et parfois, ce qui semble vide n'est que l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse respirer. La phrase que vous emporterez peut-être d'ici n'a pas besoin d'être expliquée, juste ressentie. Quand je lâche le contrôle, la vie me soutient. Cette simple inversion contient l'essence du Tao. Faire confiance sans savoir, avancer sans forcer, aimer sans retenir. Tout ce qui est vrai revient différent, ou reste en silence à l'intérieur de nous. Et cela suffit déjà. Nous restons donc avec la question ouverte. Qu'est-ce qui, en vous, est prêt à être laissé partir? Et qu'est-ce qui attend peut-être simplement l'espace pour se révéler? Tandis que cette question résonne, permettez-vous de contempler, sans hâte, sans urgence, juste avec la curiosité de celui qui observe le ciel changer de couleur, au crépuscule. Et si, à un moment donné, vous sentez que ces mots ont touché quelque chose en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. D'autres traversent eux aussi leurs abandons silencieux, leurs recommencements doux, leurs détachements intérieurs. Partager cela peut être le début d'un nouveau langage entre nous. Revenez chaque fois que vous aurez besoin de vous souvenir, ou simplement de ressentir. Ce voyage continue, en vous, en nous, dans le prochain silence.